Des peines très lourdes prononcées contre les époux Fillon, épilogue de l'affaire des emplois fictifs de Pénélope Fillon et de ses enfants, une affaire qui avait été révélée en pleine campagne de François Fillon pour la présidentielle. L'avocat du couple a annoncé qu'ils allaient faire appel. Emmanuel Macron et Angela Merkel ont plaidé pour un plan de relance européen après la crise du coronavirus et pour une mutualisation des dettes. Notre invité, le chercheur Paul Maurice, spécialiste de la politique allemande, nous éclairera sur l'enjeu de ce plan pour l'Allemagne. Et puis la Cour suprême des États-Unis a invalidé une loi très restrictive sur l'avortement, une loi de l'État de Louisiane. La Maison-Blanche a regretté cette censure. C'est un troisième revers infligé à Donald Trump par la Cour suprême. Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur France 24. L'ancien Premier ministre français François Fillon a donc été condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes, 375 000 € d'amende et 10 ans d'inéligibilité. Une peine très lourde qui vient sanctionner les emplois jugés fictifs de son épouse et de ses enfants comme assistant parlementaire. Pénélope Fillon a également été condamnée pour complicité. Les époux ont annoncé qu'ils allaient faire appel. Retour sur cette affaire avec Ethan Hadji. C'est un verdict qui fera date. François et Pénélope Fillon reconnus coupables dans l'affaire des emplois fictifs. Le tribunal correctionnel a suivi le réquisitoire du parquet national financier et les peines sont lourdes pour le couple. L'ex-premier ministre, condamné pour détournement de fonds publics et complicité, à 5 ans de prison dont 2 fermes, 375 000 € d'amende et 10 ans d'inéligibilité. Son épouse écope quant à elle de 3 ans de prison avec sursis, 375 000 € d'amende et 2 ans d'inéligibilité. Leurs avocats qui avaient plaidé la relaxe ont immédiatement annoncé leur intention de faire appel. Il y aura un nouveau procès. C'est d'autant plus nécessaire que depuis quelques jours, on commence enfin à comprendre ce que nous pressentons depuis 2017, les conditions ubuesques dans lesquelles cette enquête s'est déclenchée, les conditions scandaleuses dans lesquelles cette instruction a été ouverte, les conditions surprenantes dans lesquelles les investigations se sont ensuite conduites. La défense qui dénonce depuis 3 ans une enquête à charge espérait une réouverture des débats suite aux récentes déclarations de l'ancienne chef du parquet national financier. L'ex-procureur a fait état de pression procédurale de sa hiérarchie pendant l'enquête, la preuve pour le couple Fillon d'une instrumentalisation de la justice. Pour les juges, l'épouse de François Fillon aurait bien touché plus de 600 000 € entre 1998 et 2013. Des rétributions pour un poste d'assistante parlementaire qu'elle n'aurait dans les faits jamais occupé. Au total, le clan Fillon aurait détourné plus d'1 million d'euros de fonds publics. Le couple jugé aussi coupable de complicité et recel dans l'autre affaire d'emploi supposée de Pénélope Fillon à la revue des Deux Mondes. 60% de taux d'abstention ce dimanche au second tour des municipales, un record sous la Ve République. Certains blâment un effet confinement puisque les 2 tours ont été séparés de plus de 3 mois. L'autre enseignement de ce scrutin, c'est cette victoire des écologistes qui remportent plusieurs grandes villes, Lyon, Bordeaux et Strasbourg pour les plus importantes, devenant à la faveur de ce scrutin la première force de gauche. Et toujours en France, le 2e et dernier réacteur de la centrale de Fessenheim en Alsace sera mis à l'arrêt cette nuit. La procédure a débuté dans la journée, les dernières heures de cette centrale, la plus ancienne de France, avec ce récit de nos confrères de France 2. C'est la doyenne des centrales nucléaires françaises qui vit aujourd'hui ses dernières heures. Cet après-midi a débuté la mise à l'arrêt du second réacteur de Fessenheim, 4 mois après le premier. Les salariés sont amers. Jusqu'au bout, ils ont cru à un revirement, malgré la fermeture annoncée. Triste et fier. Fier d'avoir exploité durant toutes ces années ce site. Fier d'avoir fait partie de cette histoire industrielle. Et triste parce que c'est un choix politique. Après 43 ans d'activité, la fermeture de Fessenheim répond à l'objectif gouvernemental de baisser à 50% la part de nucléaire dans la production d'énergie française d'ici 2035. Mais le maire de la commune alsacienne, lui, s'inquiète des conséquences sur l'emploi. Aujourd'hui, il y a à court terme pas d'emploi qui sera créé à Fessenheim avant 4, 5, voire 10 ans. Il n'y a pas de suite industrielle sur le site. Des près de 1000 emplois liés à la centrale, il n'en restera que 160 pour conduire le démantèlement. D'abord, il faut retirer le combustible et vidanger les circuits en contact avec de la matière radioactive. Ensuite, nettoyer et démonter les bâtiments. Pour assainir totalement le terrain, il faudra compter en tout une 20aine d'années.
Le site pourrait alors devenir un laboratoire pour expérimenter des techniques de recyclage des déchets radioactifs. Un nouveau combat pour ces militants qui fêtent aujourd'hui la fermeture de la centrale. Il s'agit de prendre des aciers contaminés venant de toute l'Europe, de les traiter un petit peu chimiquement et ensuite de les faire fondre. D'ici à 2035, 12 autres réacteurs nucléaires devraient être arrêtés en France. Et le président français était tout à l'heure en Allemagne. Il avait rendez-vous avec la chancelière allemande pour finaliser le plan de relance européen post-Covid. Angela Merkel a accepté le principe de dette européenne mutualisée. C'est un vrai tabou en Allemagne. Pour en parler, notre invité est Paul Maurice, chercheur au comité d'études des relations franco-allemandes à l'IFRI. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, expliquez-nous pourquoi Angela Merkel, qui est si attachée à la rigueur budgétaire, qui avait été si dure avec la Grèce en 2011, se range cette fois du côté des partisans de la solidarité européenne. Bonsoir, merci. Écoutez, Angela Merkel est quelqu'un de très pragmatique et en l'occurrence, le plan de relance européen est un plan pour sauver l'Europe, comme elle l'a dit, et comme elle l'a dit également, sauver l'Europe, ça peut servir à l'Allemagne. Donc effectivement, c'est un tabou qui est brisé, d'une part, mais en même temps, un grand pragmatisme de la part de la chancelière allemande. Est-ce que sa voix peut convaincre les frugaux, ces pays qui s'opposent à cette mutualisation de la dette ? Écoutez, par rapport au mois de mars ou au début du mois d'avril, on a avancé sur cette question puisque l'Allemagne était au départ du côté des quatre qu'on appelle frugaux, donc le Danemark, les Pays-Bas, la Suède et l'Autriche. Le fait qu'elle fasse cette proposition avec la France peut faire avancer les choses puisqu'elle peut les convaincre, même s'ils sont encore un peu sceptiques par rapport au plan. Et le fait que la France ait rejoint l'Allemagne, que les Français et les Allemands se soient rejoints, permet aussi de rattacher les États du Sud. Donc ça peut faire avancer l'Europe de manière significative. La France dit espérer un accord sur ce budget européen d'ici le prochain sommet, premier sommet physique depuis le confinement à la mi-juillet. Est-ce que, selon vous, c'est envisageable ? Alors, les échéances sont très courtes, effectivement, mais les négociations ont déjà commencé. Elles avaient même, en fait, commencé avant le 18 mai. Puisque le plan a été soutenu par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, puisque Emmanuel Macron a rencontré le Premier ministre néerlandais, Angela Merkel également. Donc ces négociations ont bien avancé, des concessions vont sûrement être faites encore, et il est possible, même si ça paraît très ambitieux, qu'on ait au moins un accord de principe avant la pause estivale, comme l'ont souhaité la plupart des dirigeants, pas seulement Emmanuel Macron, mais aussi Ursula von der Leyen et Angela Merkel. Cette rencontre en Allemagne, elle intervient alors que le pays va prendre la présidence tournante de l'Union européenne au 1er juillet. Cela fait 13 ans que l'Allemagne n'avait pas assuré cette présidence. Ce sera aussi les derniers mois de la chancelière Angela Merkel au pouvoir. L'enjeu est forcément grand. L'enjeu est forcément grand. Il boucle la boucle, puisque en 2007, lorsque l'Allemagne a été pris la présidence du Conseil de l'Union européenne, la Constitution européenne, enfin le projet de Constitution européenne avait échoué et on était au début de la crise économique. Donc d'une certaine manière, elle avait pris la présidence 2 ans après son arrivée au pouvoir. Elle va prendre cette présidence 2 ans ou 1 an et demi avant de quitter le pouvoir, et il y a un enjeu de taille, c'est-à-dire l'héritage européen d'Angela Merkel, à qui on a souvent reproché de ne pas avoir assez fait pour l'Europe, et cette présidence de tous les enjeux avec la crise du coronavirus, va prendre en Allemagne un tour beaucoup plus grand avec ce tour d'honneur et la fin de la chancellerie pour Angela Merkel. Merci beaucoup Paul Maurice pour votre éclairage sur France 24. Aux États-Unis, cette victoire des défenseurs du droit à l'avortement, la Cour suprême a invalidé une loi de Louisiane très restrictive. La Maison-Blanche a déploré une décision malheureuse. Pour Donald Trump, c'est en effet un 3e revers infligé par la Cour suprême. Regardez. C'est un nouveau revers pour les militants anti-avortement aux États-Unis, autant que pour Donald Trump. Une loi de Louisiane sur l'avortement très restrictive vient d'être invalidée par la Cour suprême. Adoptée en 2014 et dénoncée à cette époque, la loi obligeait les médecins pratiquant les interruptions de grossesse à obtenir une autorisation spécifique pour pouvoir exercer dans un rayon de 50 km du lieu d'intervention.
Un texte qui aurait entraîné la fermeture de 2 des 3 établissements de l'État pratiquant des avortements. Pour la présidente du puissant planning familial américain, c'est un soulagement. Elle indique que la Cour a envoyé un message clair à la classe politique d'arrêter d'essayer d'empêcher l'accès à l'avortement légal et sécurisé. Sans surprise du côté de la Maison-Blanche, on dénonce une décision malheureuse qui dévalue la vie des mères et des enfants à naître. Les 2 hauts magistrats ultra-conservateurs nommés à la Cour suprême par Donald Trump, Neil Gorsuch et Brett Kavanaugh, ont défendu cette loi, mais cela n'a pas suffi. Au-delà de l'enjeu local, cette affaire faisait figure de test au niveau fédéral, pour connaître la détermination de la Cour suprême profondément remaniée par Donald Trump à maintenir ou non tel quel le droit à l'avortement aux États-Unis. Pour Donald Trump, c'est le 3e camouflé en moins de 15 jours infligé par la Cour suprême, pourtant à majorité conservatrice. Mi-juin, elle a ainsi accordé des protections supplémentaires aux minorités sexuelles et aux jeunes migrants sans papier, les Dreamers. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.